En 2026, le football entre dans une nouvelle ère. Une Coupe du Monde historique. 48 nations, 3 pays hôtes, des stades mythiques et des millions de supporters prêts à vibrer pour le plus grand événement du sport mondial cette année. Des favoris attendus au tournant, des outsiders prêts à créer l'exploit, des légendes qui veulent marquer l'histoire. Pendant un mois, on va vivre ensemble toute l'intensité de ce mondial. Bienvenue sur Splay Sport et bienvenue sur le Club 2026. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans le Club 2026, votre émission dédiée à la Coupe du Monde 2026. Voilà, de Splay Sport, le média qui met en lumière les jeunes et futurs journalistes sportifs. C'est Sandro, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le plateau dans quelques secondes, mais d'abord, laissez-moi vous parler du coup de cette nouvelle production sur Splay Sport. Hein. Vous l'avez vu, maintenant nous sommes lancés sur ces fameux podcasts. Et en tout cas, merci à vous pour le soutien depuis le début, puisque nous sommes rentrés dans le top 200 des podcasts d'actualité, littéralement. En tout cas, voilà, merci pour tous les soutiens, merci pour tous les avis, tous les retours, tous les abonnements. En tout cas, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, première émission du Club 2026 qui va être une émission dédiée à la Coupe du Monde. Il va y avoir pas mal d'épisodes. On va essayer d'être assez régulier pour vous donner un maximum d'épisodes, de contenu de la part de nos chroniqueurs. Vous verrez, il y a différents chroniqueurs ce soir, mais il y en aura d'autres. Il y aura même des gens qui ne font pas partie de Splay Sport. Et bien tout simplement, voilà, émission spéciale pronostic ce soir. Et je vais vous présenter le plateau. Et puis on va commencer littéralement par notre invité ce soir qui ne fait pas partie réellement du média, mais qui va faire partie du Club 2026 et je le remercie. Yanis, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va nickel, hein, les amis, on est parti. Alors, toi, est-ce que tu étais hype par cette petite Coupe du Monde et par cette émission, surtout? Ouais, bien sûr, la Coupe du Monde, c'est un événement tous les 4 ans, donc on a hâte, toujours. Et l'émission, bien sûr, j'aime parler foot. Et ouais, avec C'est un grand plaisir. c'est carré. Merci Yanis en tout cas de ta présence, ça fait vraiment plaisir. Là, on va demander à Evan. Evan, comment ça va, Evan? Écoute, ça va très bien. Merci de m'accueillir, Sandro, pour ce premier Mais il podcast. n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Evan, vous le connaissez, hein, on a déjà fait une petite émission, deux petites émissions ensemble, les amis. Hein. Evan, t'es assez récent dans le média, si je me trompe pas. Mais en tout cas, Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est ça. ça fait vraiment plaisir, en tout cas, ce soir, de parler foot. Ilan, comment ça va que vous connaissez très bien Ilan? Ilan, est-ce que Ilan est là? Oula, alors on a des tout petits soucis techniques, c'est pas très très grave. Je vais demander en attendant à Samuel, est-ce que Samuel, ça va? Ouais, ouais, ça va. La Coupe du Monde approche. On arrive bientôt vers la meilleure période de l'année et un été fantastique. Et oui, c'est clair, et oui, tous les étés sont fantastiques lorsqu'il y a des compétitions internationales et continentales de football. Est-ce que on a Ilan de retour ou pas? Ilan, est-ce que tu nous entends? Normalement, c'est bon. Eh oui, on t'entend, c'est bon, c'est bon. Ilan, comment ça va? Très bien. Notre Bordelais, notre Ça ami va, ça Bordelais. va. Nickel. Écoutez, on va commencer cette émission du coup de pronostics ce soir. Ce soir, parce que pour nous enregistrons le soir, mais vous allez avoir les émissions tous les midis, en tout cas quand ça va sortir. Hein, vous verrez, hein, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux à Splice Sport, splice.sport, que ce soit sur Insta, sur TikTok, même LinkedIn. Vous aurez toutes les notifications. Hein, n'hésitez pas vraiment à vous abonner et à nous suivre au max et surtout à suivre les podcasts sur toutes les plateformes. Donc ce soir, sommaire de cette émission spéciale, hein, vous verrez que c'est une édition assez spéciale, c'est un petit peu un hors-série au niveau du club 2026. On va faire ce soir des pronostics sur, je vais citer le sommaire, les tops et les favoris de cette compétition, de ce mondial 2026 en Amérique, des flops, hein, oui, des surprises, des top players et des révélations. Et après, on ira vers cette petite fin d'émission. 10 minutes maximum à chaque fois pour débattre. En tout cas, les amis, j'espère que ça va vous plaire et qu'on va avoir de très beaux débats. Du coup, commençons par les tops et les favoris de ce mondial 2026. Hein. Ça y est, hein, vous le savez, nous sommes vraiment dans la période. Hein. Ça commence dans 4 jours. Premier match à Mexico entre le Mexique
et l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, l'Estadio Azteca, ce stade qui a fêté ses 60 ans et qui contient près de 90 000 places quand même. C'est un joyau du football, c'est un stade totalement légendaire où Pelé et Maradona ont fait des dingueries, des grands moments d'histoire du football. Eh bien, commençons par demander l'avis à notre invité Yanis. Pour toi, tu vois qui comme grand favori de cette Coupe du Monde 2026? Bah, pour moi, j'ai un favori qui se détache parmi les autres. C'est l'Espagne, tout simplement parce que je pense que c'est l'équipe qui arrive avec le plus de certitude avant le tournoi, Ok. avec des joueurs qui sont bien fondus dans le collectif, parce que je trouve que la sélection espagnole, contrairement aux autres nations, bah, ils ont quand même, bon, il y a bien sûr des jeunes qui intègrent et des vieux ou des joueurs en méforme qui partent, mais il y a quand même une certaine structure très logique. Ils ont une composition qu'ils connaissent bien, qui a bien marché à l'Euro, parce qu'à l'Euro quand même c'est une victoire, mais 7 victoires sur 7 matchs, donc c'est pas rien. C'était un peu un tout droit. Et avec les joueurs comme Yamal, Pedri, faut pas oublier Nico Williams, Oyarzabal, Exactement. Olmo peut-être s'il est apte normalement. Et Aurela Simon, normalement je pense que l'Espagne est l'équipe à battre pour moi et pour moi le grand favori. Ok, ok, ok. Je vais demander un petit peu les avis à tout le monde avant de faire ce débat. Tiens, Samuel, ton petit pronostic pour le grand favori de cette compétition. Alors, c'est vrai qu'on pourrait citer l'Espagne, mais je mets pas un grand favori sur cette compétition parce que je trouve que l'Espagne, contrairement à 2024, ils sont légèrement moins forts. Je trouve que certains joueurs n'ont pas forcément eu la trajectoire espérée. D'autres arrivent plus ou moins en méforme avant ce mondial. Et Ok. donc, pour moi, il y a trois grands favoris assez clairs. C'est la France, l'Espagne et l'Angleterre. Et oui, je mets l'Angleterre, même si c'est une Ok. nation qui est vraiment pas habituée à gagner. Je pense qu'ils ont un effectif suffisant et en plus un coach cette fois qui sait où il veut aller avec en la personne de Thomas Tuchel. Ouais, parce qu'il y avait quand même Southgate qui était là. Tu sais, il était là depuis combien de temps, Southgate, quand même, avant qu'il parte? 2016, il me semble. Ok, ah oui, donc ouais, il avait une longévité assez importante. Southgate, il avait fait 2022 avec Ouais, il les... fait 2018, 2021 et 2022 et 2024. Quand même, il obtient pas mal de résultats, mais très peu de jeux en tout cas. Ok, ok, merci pour ton avis, Samuel. Evan, qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de ton avis des nations à abattre ou de la nation à abattre? Bah, écoute Sandro, moi, bon, j'allais dire, je rejoins un peu Samuel et Yanis sur le côté où bah, je pense que l'Angleterre, l'Espagne font partie des grands favoris avec l'équipe de France. Mais moi, je joue la carte de la surprise et je vois bien le Portugal. Oh, ok. Portugal créer la petite sensation du tournoi, ne serait-ce que par la qualité de leur effectif. Et, euh, et en ayant un peu analysé les parties de tableau, je me dis que ça risque d'être dangereux pour l'Espagne, qui est sur une partie de tableau où si en tout cas il n'y a pas de souci pour les grosses équipes, elle serait amenée à tomber dans la partie de tableau de l'équipe de France. Là où le Portugal, en dessous, pourrait jouer par exemple l'Argentine et éventuellement par exemple aussi l'Angleterre dans sa partie de tableau. Donc franchement, je vois bien le Portugal créer une petite sensation et Cristiano Ronaldo appuyer un peu plus sur sa legacy. Ok, sympa, sympa, sympa. Ouais, bah oui, et puis sûrement pour sa dernière quand même au Portugais, au légendaire Portugais, qui sûrement verra du coup sa dernière Coupe du Monde. Et puis du coup, Ilan, toi, ton avis, tes grands favoris, tu vois qui? Je vous suis plutôt pas mal sur le Portugal, la France, l'Espagne et l'Angleterre, mais je rajouterai un petit dernier à qui on pense pas forcément tout le temps, c'est les Pays-Bas, qui pour moi ont un effectif qui peut faire beaucoup de mal dans cette Coupe du Monde, surtout qu'ils ont pour moi meilleur milieu de terrain du monde en termes d'effectifs, avec Gravenberch et De Jong Gravenberch et De Jong, et ils peuvent aller très très loin je pense pour moi. Ok, ok, assez intéressant ton analyse. Alors moi, du coup, les gars, j'avais quand même quelques petites questions à vous poser. Pourquoi spontanément les Bleus n'arrivent pas comme favoris selon vous? Peut-être je vais poser la question à Yanis. Est-ce que tu as une réponse à cela? Bah,
Je pense que leur dernier Euro, même si ça fait 2 ans maintenant et que des choses ont changé, des joueurs sont arrivés dans la ligne offensive, hein, bah, ça a un peu décrit l'après-Coupe du Monde. Donc, une équipe de France sans Varane derrière, même si Upamecano il va s'en sortir très bien. Une équipe de France sans Griezmann. Et déjà que sans Pogba, je trouvais qu'il y avait un trou. Sans Griezmann, la créativité au milieu de terrain, je trouve qu'elle avait un gros souci. Maintenant, il est vrai que Cherki et Olysée sont arrivés, donc c'est vrai que c'est des renforts de taille. Mais pour moi, la France doit prouver. N'est pas là en tant que favori, mais doit prouver. Quand Ah tu ben, parles, avec le repositionnement d'Mbappé et sûrement Dembélé qui va être sur une aile, je sais pas si ça va si bien marcher que ça. tu nous as quand même parlé de piliers, on va pas se mentir, du milieu historique, on va dire, hein, de l'équipe de France. Et là, du coup, évidemment, tu as nommé Cherki et Olysée. Tu penses qu'il manque d'expérience un peu? Ouais, ouais, je pense que l'expérience, bah là, on va voir qui sont les vrais leaders, même si je pense que Upamecano, Tchouaméni et bien sûr Mbappé et Dembélé vont sûrement porter le groupe à eux. Ok. Je pense qu'il manque de réels leaders qui ont un réel vécu. Je trouve qu'à part Mbappé, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont un réel vécu, même si Upamecano, c'était là en 2022, il n'y a pas un vécu comme l'Euro 2021 ou la Coupe du Monde 2018. Ok. Toi, je pense que Samuel a quelque chose à dire là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à dire? On oublie un peu Kanté dans l'histoire, même si il participe pas à 2022. Et non, la France, je les mets pas spontanément numéro un des favoris, je les mets dans le chapeau 1, dans le groupe des favoris personnellement. Hum. Je pense quand même qu'on a un effectif suffisant, même si je suis d'accord avec toi Yanis pour dire que on a sûrement pris trop d'attaquants et pas assez de milieux de terrain. Parce qu'aller dans une compétition comme la Coupe du Monde avec seulement 5 milieux de terrain, on va dire vraiment milieu défensif et pas forcément pur offensif, je trouve que c'est un peu dangereux et j'aurais peut-être retiré un ou deux attaquants pour prendre des milieux en plus, rien que parce que s'il y en a un qui se blesse, on est déjà un peu dans la mouise et après on finit avec la compétition un peu, ça va être compliqué. Mais je pense que l'équipe de France fait partie des favoris, sera menée par un Mbappé qui sera toujours très fort, Dembélé qui fera une bonne Coupe du Monde et une défense, si Saliba est présente, assez solide. On a des Hum. news ou pas au Ouais, c'est dimanche? très Ouais, Ok, ça va mieux. Ok, tant mieux ouais, pour le. joué face à l'Irlande du Nord en tout cas. Ah, j'aimerais ok. juste Ouais. rajouter, Vas-y, j'aimerais vas-y. juste Ouais. rajouter, je trouve qu'on n'en a pas parlé, mais le côté gauche, enfin, pas offensif, mais défensif, je l'adore, mais je trouve vraiment, vraiment très limite depuis un moment. Et Lucas Mhm. Digne, je trouve vraiment qu'il a toujours eu un plafond correct, hein, mais un plafond qui reste assez problématique pour gagner une compétition, A- comme la a- Coupe du Monde. assez différent du reste de l'effectif de l'équipe de France, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ouais. Evan, ton avis sur l'équipe de France et la possible, enfin, la nomination dans les grands favoris? Alors moi, je rejoins un peu ce qu'ont dit les autres, Samuel et Yanis, parce que l'équipe de France manque un petit peu de certitude, je pense, à l'approche de cette compétition. On a une équipe talentueuse à tous les postes, donc ça c'est certain, mais est-ce que le talent fait le collectif et une équipe assez armée pour aller jusqu'au bout? Voilà, on n'en a aucune certitude. Donc je pense que forcément, ils font partie des favoris parce que voilà, ça reste quand même l'équipe de France. Ils sont finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ils ont gagné la précédente aussi, celle de 2018. Donc forcément, on les mettra dans la catégorie des favoris. Mais de là à être le grand favori, j'en suis pas certain. Ok, ok, intéressant. Intéressant ton avis. Et puis Ilan, enfin pour conclure après, si jamais vous voulez revenir sur des choses, n'hésitez pas à prendre la parole, les amis, pardon. Ilan, ton avis sur l'équipe de France et sur ce qui a été dit avant? Moi, je suis pas trop d'avis sur le fait enfin, pour moi, l'effectif au complet est assez puissant. Et on a, pour moi, pas énormément de lacunes. Le seul problème pour moi, c'est vraiment l'ego d'Mbappé. Pour moi, si on fait jouer Dembélé devant à sa place et qu'on arrive à le remettre sur l'aile, pour moi, ça peut faire avancer notre équipe. Yanis, tu disais que Digne et Hernandez étaient fragiles. Je vois pas trop le problème de notre côté gauche. Ça prouve que ça s'est monté. Ça fait pour moi un peu plus le taf que Koundé en attaque. Après, oui, c'est sûr qu'en défense, c'est assez fragile. Mais si Tchouaméni redescend comme il fait au Real, ça peut le faire. On peut continuer à une défense à 3, pour moi, ça peut le faire. En plus, je trouve que niveau milieu de terrain, on est assez bien armé.
Rabiot a montré au dernier match qu'il pouvait être quand même assez puissant, même si pour moi il reste encore un En peu, deçà de ses il fait, capacités. ouais, il fait quand même pas mal de bêtises qui peuvent nous coûter des choses. J'ai encore le match face à l'Espagne à travers de la gorge à l'Euro. Mais quand je vois Koné, Kanté, Tchouaméni, pour moi c'est certes pas très créatif, mais en termes de milieu de terrain, ça reste quand même des rocks qui ont une assez bonne lisibilité du jeu. Même si Tchouaméni, face à la Côte d'Ivoire, je trouvais ça. J'ai l'impression qu'il jouait un peu bêtement. Il lançait des météores, je sais pas, à Olysée. Il voulait pas lui faire des passes, il voulait lui lancer des météores. Mais, euh, mais pour moi, on n'a pas de gros problème. En plus, comme vous l'avez dit, on a de la créativité devant. Donc si on arrive à bien utiliser les bonnes armes des joueurs et pas forcer avec Mbappé en pointe, ce qui est pour moi un gros problème pour l'équipe de France, on est grand favori de la Coupe du Monde. Après, c'est pour moi ça le problème. Ok, J'aimerais juste revenir sur un petit truc, Sandro, bien si tu évidemment. m'autorises. Bien évidemment, vas-y, vas-y. Samuel a dit un truc intéressant sur pas N'Golo Kanté, qui sera là, bien sûr. Mais honnêtement, N'Golo Kanté a toujours été un joueur formidable, hein. C'est sûrement un des meilleurs milieux de terrain qui est passé par l'équipe de France. Mais c'est pas un leader. Être un leader, ça parle avec une aura. Kanté, on a tous cette étiquette de lui très gentil. Et à Fenerbahçe, j'ai vu ses matchs en Europa League. Donc que l'Europa League, bien sûr. Et c'était pas mal, oui. Mais je trouve que, par exemple, un Tchouaméni Kanté, ce n'est pas du tout complémentaire. Ok, ok. Quelqu'un veut revenir là-dessus, sur Ouais. les propos? Vas-y, vas-y, Samuel. Pas forcément sur les propos sur Kanté, sur lesquels je suis plutôt totalement d'accord avec Yanis, mais sur un autre danger qu'il faudra faire face pour cette équipe de France, c'est la facilité. C'est quelque chose qu'on a vu beaucoup face à la Côte d'Ivoire, où on fait une première mi-temps, elle on va dire plutôt bonne, mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que ce soit Cherki, Kanté, Tchouaméni et tout notre milieu de terrain en général, qu'on jouait un peu trop les mains dans les poches, que c'était assez lent, qu'on tentait pas grand-chose. Et ça, faudra faire attention parce que j'ai remarqué que cette équipe, elle joue beaucoup, beaucoup trop en marchant à certains moments. Et il faudra en tout cas élever son niveau de jeu pour cette Coupe du Monde. Et en tout cas, moi, j'ai toute confiance dans notre équipe, notre sélectionneur et nos joueurs pour aller chercher le Graal à la fin. Ok, ok, ok. Bon. Est-ce que quelqu'un veut revenir là-dessus? On va passer à la suite, hein, évidemment, puisque le but, c'est qu'on essaye de faire cette émission avec une durée de 45 minutes à 1h15 max. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur le favori, rajouter quelque chose, ou bien on passe directement au petit flop? S'il n'y a personne, les gars. Ouais, ouais, quelqu'un? Moi, je veux bien, Vas-y, Evan. moi, je veux bien rajouter quelque chose. Non, moi, j'allais dire, on a parlé de beaucoup de nations, mais on n'a pas cité une équipe, par exemple, comme l'Allemagne. On n'a pas cité une équipe comme l'Allemagne dans les favoris. Alors, moi, j'ai choisi le Portugal hein, pour la petite surprise, mais je pense que c'est une équipe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en parlera aussi après, mais en tout cas, pour pas être très long dessus, je pense que c'est une équipe qui peut être dangereuse dans le sens où ils restent sur de gros fiascos en Coupe du Monde. Donc, C'est ils vont clair. avoir à cœur cette fois-ci de faire beaucoup mieux. Et, euh, et ils risquent d'être très dangereux. Et s'ils sortent premier de poule aussi, ils seraient amenés à jouer l'équipe de France très tôt dans la compétition, enfin, en huitième. Ça pourrait donner un très gros choc et à voir ce que ça peut donner aussi par la suite. C'est une nouvelle Allemagne, hein, enfin, on va pas se mentir, ça fait depuis 2014 que l'Allemagne n'a pas été enfin, je vais pas dire surprenante, mais n'a pas fait plus peur que, bien évidemment, en 2014, hein. J'ai pas le terme pour expliquer ce qu'était l'Allemagne en 2014, mais en tout cas, ça rasait tout sur son passage. Et c'était, enfin, 2014, la Coupe du Monde 2014 de l'Allemagne était vraiment impressionnante. En tout cas, bah, on espère que ça ira mieux pour les Allemands, pour nos voisins allemands. Passons désormais au flop. Les amis, hein, je pense que vous aurez compris le concept assez simple. C'est de nous donner une nation qui, selon vous, va flop, va contre-performer littéralement lors de cette campagne en Amérique. Et on va commencer bah tiens, par toi, Evan. Bah, écoute, moi enfin, j'allais dire, c'est une équipe avec laquelle on a déjà parlé avec Samuel en émission spéciale Coupe du Monde. Et je vais dire le Brésil. Pour moi, le Brésil, ça va être l'équipe flop de cette Ok, compétition. ok, ouais. Parce que, voilà, parler de enfin, l'équipe de France qui n'avait pas de certitude, je trouve que le Brésil, c'est pareil. C'est une équipe, enfin, pas au même niveau dans le sens où l'équipe de France est quand même au-dessus du Brésil.
On l'a vu justement dans la confrontation en match amical récemment. Mais, euh, mais pour moi, le Brésil, ouais, je trouve que c'est très compliqué parce que voilà, ils ont des joueurs de talent, c'est certain, mais je la trouve moins flamboyante en tout cas que qu'on a pu le voir sur d'autres éditions de la Coupe du Monde. Ils ont des résultats un peu en dents de scie. Le parcours de qualification à la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de résultats assez compliqués, même avec toutes les joueurs offensifs qu'ils ont dans l'effectif. Ça peut être difficile parfois de marquer. Donc, non, non, quand j'ai du mal vraiment avec cette équipe du Brésil d'aller les voir, enfin, de les voir aller très loin dans cette compétition. Ok, 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 bah ok, merci pour ton avis. Tiens, Yanis, dis-nous toi ton flop. Alors, avant que je cite mon flop personnel, je suis d'accord avec le Brésil, mais à une seule condition. Pour moi, ils peuvent réussir à créer la surprise, justement. C'est bon, me prenez pas pour un fou, je vais m'expliquer évidemment. Vas-y, vas-y, Mais pour vas-y, moi, le vas-y. retour de Neymar est une condition. Pourquoi? On sait, Neymar n'est plus pareil comme avant. Sa condition physique, elle est catastrophique, hein, on va pas se mentir. Mais moi, je garde espoir parce que Neymar, ça reste quand même Neymar. Il l'a prouvé à la Coupe du Monde 2022 où, avec le PSG, il avait fait 4 mois à très très haut niveau avant. Une Coupe du Monde où il s'était fait une entorse en phase de poule et pourtant contre la Croatie, moi, en ayant vu le match, j'ai vu clairement un chef-d'œuvre individuel. Et bon, peut-être parce que aussi, en tant que fan de football, j'aimerais voir Neymar réussir à fouler la pelouse une dernière fois convenablement. Mais je pense aussi que ça enlèverait de la pression pour les joueurs parce que je trouve que c'est une équipe qui a peur. Une équipe qui a peur de prendre ses responsabilités. C'est une équipe qui se cherche et c'est une équipe qui a besoin de quelqu'un pour les porter. Ok, intéressant, intéressant. Et pour mon vrai flop, Ouais, flop. juste, l'Argentine. Je suis désolé, mais l'Argentine, je pense qu'ils vont flop. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont partir avec la même recette qu'à la dernière Coupe du Monde, tout miser sur Messi. Sauf que Messi reste Messi, évidemment, c'est le meilleur joueur que le foot ait connu. Mais la MLS, c'est un vrai cas. Déjà que l'Arabie Saoudite est un championnat qui fait pour moi perdre du rythme physique. La MLS, ça fait clairement perdre plus que du rythme physique pour moi, même si ça reste professionnel évidemment et très très bien payé, hein. Ça reste pour moi un déficit pour un joueur qui va à une Coupe du Monde. Ok. Et Messi a quand même 36 ans, 37 ans. Et à part si Nico Paz prend l'équipe en main, je vois pas vraiment l'Argentine assumer son rôle de leader. Ok, très intéressant. Je m'attendais pas, je vous le dis très honnêtement, les gars, qu'on me sorte l'Argentine comme flop. Je vous le dis, hein, franchement. Ilan, toi, tu verrais qui en flop? Alors, je rejoins complètement Evan sur le Brésil. Je suis pas très d'accord avec Yanis sur le fait que Neymar, ça peut être un bon choix. Parce que pour moi, il va plus servir de mascotte. C'est un choix qui est très dangereux de la part d'Ancelotti. Parce qu'on sait qu'il peut se blesser très très vite. Et un joueur en moins sur le roster, ça fait mal quand même. Et en plus, ils ont un groupe assez compliqué. Quand on voit qu'ils ont quand même le Maroc et l'Écosse avec eux, même s'il y a Haïti qui se cache. Mais le Maroc est quand même prétendant à être une bonne équipe qui va faire mal cette Coupe du Monde. Et l'Écosse, moi, c'est une équipe que j'aime assez particulièrement. C'est des joueurs qui sont quand même assez forts physiquement, qui sont même forts enfin, sur le terrain. Et ils peuvent faire mal au Brésil. Surtout que pour moi, le Brésil, c'est plus des joueurs et pas vraiment une équipe. Il manque d'alchimie dans ce Brésil depuis quelques années. On retrouve pas vraiment même de jeu brésilien. On a l'impression que c'est un jeu formaté qui avait du mal. J'espère qu'Ancelotti va changer ça, mais on n'est pas sûr. Donc ouais, je rejoins Evan sur le Brésil. Ok, ok, intéressant. Très intéressant, Ilan. Et puis, bah, pour conclure, Samuel, je pense que Samuel a... Je voulais laisser Samuel en dernier pour voir un petit peu sa réaction. Samuel, vas-y, je te laisse la parole. Alors, je pue le seum parce que Evan, il m'a tué sur l'Allemagne. Mais pour le Brésil, je suis plutôt d'accord, même si je les vois pas si mauvais que ça. Je pense qu'ils réussiront à s'en sortir de par les individualités et aussi parce que cette équipe, je ne pense pas qu'elle est calibrée pour gagner la Coupe du Monde en 2026, mais plus pour 2030, où là, Ancelotti aura eu le temps de faire un vrai travail de fond pour un peu remoderniser la sélection. Et après, je rejoins vraiment Yanis sur l'Argentine parce que c'est une équipe que je trouve vraiment vieillissante.
où il y a beaucoup de joueurs qui perdent vraiment en rythme physique, comme il a dit. Quand je vois que l'un des leaders, les leaders au milieu de terrain, c'est par exemple Rodrigo De Paul, qui est parti s'exiler avec Messi en MLS, et là qui vient de vivre un an en MLS, à jouer enfin en marchant tranquillement et à gagner le championnat. Et aussi parce que je trouve que défensivement, déjà ils ont perdu Balerdi, et même si Balerdi a fait une saison catastrophique avec Marseille, je pense que c'était un de leurs meilleurs défenseurs, en tout cas un qui avait le plus de références, vu que Otamendi, quand on regarde la saison qu'il a fait avec Benfica, elle est plutôt catastrophique. Et après, si je devais donner un autre flop qui n'a pas été donné, je donnerais la RDC malheureusement. Parce que quand je regarde les attentes qu'il y a autour de cette équipe, qu'on va absolument voir passer les poules et aller un peu plus loin en Coupe du Monde, je pense que malheureusement, ils ne passeront pas les poules parce qu'ils ont un gars qui s'appelle Bakambu devant et que Bakambu, vraiment, c'est catastrophique à la finition et qu'en plus, ils ont vraiment pas mal de problèmes à la construction et pour essayer de se provoquer des occasions. Et Bakambu, voilà, dernier mot, ce Tu, sera Bakambu. tu nous as sorti quand même une nation, j'étais vraiment pas prêt à ce qu'on parle de la... Voilà. Très, très surprenant, Samuel, très surprenant. Enfin, là, les gars, vous nous avez sorti les nations sud-américaines complètement perdantes. Est-ce que vous en avez une européenne, enfin vraiment européenne que vous voyez perdante? Enfin, en tout cas, Euh, vas-y, Hors Samuel. l'Angleterre. Hors L'Angleterre? l'Angleterre, Ah, parce hors que c'est l'Angleterre, l'Angleterre. excuse-moi. J'avoue que j'allais dire les Pays-Bas, parce que Ouais. je trouve que Coman, avec l'effectif qu'il a, et en plus ne pas avoir sélectionné Frimpong et avoir fait une liste un peu, voilà, où il y a des choses à redire, je pense que les Pays-Bas ne réussiront pas à faire une grande Coupe du Monde et sortiront assez tôt, pas au premier tour, mais plus vers les huitièmes ou les 16e. Et notamment après avoir vu leur match face à l'Algérie, où évidemment on peut pas tenir trop de conclusions d'un match amical, mais j'ai trouvé quand même les Pays-Bas assez inquiétants. Et moi j'ai envie de voir si la prédiction d'Ilan passera, et s'ils feront, comme il a dit, une grande Coupe du Monde. Ok. Ok, ok. Et puis, Evan, Yanis, un petit flop européen comme ça? Moi, je vais partir sur l'Écosse parce que j'en ai entendu Ouais. parler tout à l'heure et c'était vraiment très intéressant. Mais je trouve que le problème de l'Écosse, c'est que si on regarde bien, il manque, il manque un attaquant qui pèse réellement sur les défenses. Sur les côtés, Ben Doak, c'est un très bon joueur, très très bon ailier, que Mhm. j'apprécie quand il était à Liverpool à l'époque. Scott McTominay qui est en train de vivre une expérience incroyable au Napoli. Je trouve qu'il manque un vrai numéro 9, vraiment. Après, enfin, ouais, en vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Juste, Ouais, vas-y, vas-y. euh, je voudrais rajouter un truc sur l'Écosse, et sur lequel je suis plutôt d'accord avec Yanis, et il faut aussi dire qu'ils sont pas calibrés pour jouer des grands rendez-vous de football comme la Coupe du Monde, où ça fait longtemps qu'ils sont pas là. Et eux, avec un pays qui est vraiment, vraiment derrière eux, je pense qu'ils peuvent vraiment subir la pression et Mm. s'effondrer totalement. Ok, ok, plutôt d'accord, Perso, hein. j'aimerais juste revenir sur les Pays-Bas. Parce que Samuel, t'a utilisé comme argument Frimpong, son absence. Et pour moi, il ne serait même pas titulaire et encore moins deuxième choix en défenseur droit. Quand on voit qu'il y a quand même Dumfries et comment il s'appelle, et Timber, qui sont pour moi largement meilleurs que lui cette année. Dumfries, on sait c'est une valeur sûre, mais Timber, pour moi, est le titulaire indiscutable de cette défense. Surtout que pour moi, ils ont peut-être une des meilleures défenses en termes de joueurs de la Coupe du Monde, même si oui, ça vieillit un petit peu. Ake est assez vieux, Van Dijk commence aussi à vieillir, De Vrij pareil, mais ils ont quand même des gros talents, même des talents qu'on voit pas forcément nous en regardant le football majeur. Mais ah oui, j'avais oublié d'ailleurs Reinders au milieu de terrain, donc ça fait encore plus un milieu de terrain assez puissant. Ils ont aussi Stein, le jeune milieu offensif, Thiel, même ils ont comment dire, des piliers comme par exemple Koop Meiners qui est là depuis énormément de temps, Depay, Weghorst, qui pour moi cette équipe a tout pour tirer son épingle du jeu et c'est celle qu'on voit pas forcément gagner mais qui va faire très mal pour moi aux autres équipes. Alors Ok. juste,
Ouais, vas-y. Prenez la Moi, parole, les je amis, hein. pensais plutôt du N'hésitez joueur. pas à prendre la Alors c'est parole vrai que quand. vous utilisez l'argument de Frimpong, mais moi je pense qu'il aurait eu sa place au moins en tant que joueur pour jouer. Mais c'est plus Coman, où j'ai pas trop confiance en lui pour réussir à amener ces Pays-Bas loin. Par exemple, à la dernière Coupe du Monde, quand on voit qu'ils avaient Louis van Gaal, qui est quand même un entraîneur historique, qui a fait d'énormes choses déjà avec les Pays-Bas et aussi avec le Barça, le Bayern et beaucoup de clubs. Mais Ronald Koeman, je vous avoue que j'ai pas trop confiance en lui. Et je pense qu'il ne saura pas tirer la quintessence de l'effectif. Et je pense qu'il nous fera un peu une Southgate où il ne réussira pas à emmener cet effectif aussi loin qu'il peut aller. Et aussi, je trouve que offensivement, c'est pas aussi brillant que sur le dernier Euro, par exemple. Même si on a des très beaux profils. Après, Bah, la blessure de Shay Simon, c'est pesant. Ouais, ouais. Et Koeman, quand même, c'est 8 matchs en éliminatoire de Coupe du Monde, 6 victoires, 2 nuls, hein. ouais, Donc mais c'est vraiment pas mauvais, Après, hein, le même groupe, non, si... c'est pas mauvais, mais c'est ça le problème. Oui, mais Vas-y, Yanis, vas-y. là où je suis pas trop d'accord, c'est quand même, je trouve que les Pays-Bas font partie des grandes nations, bien sûr, qui ont eu sûrement le groupe le plus facile, hein, parce que la Pologne, je trouve que la Pologne, ça fait un moment que ça tourne au ridicule. La Lituanie, il y avait qui d'autre? La Finlande et Malte, et après peut-être j'oublie un club, mais ça fait partie du bas du panier européen en termes de football. Donc pour moi, les la Pays-Bas, Finlande, c'est vas-y. toujours dur à jouer, hein. La Finlande, c'est des joueurs qui sont très physiques. On l'a vu souvent avec les matchs de la France, on gagne de très peu de points et c'était dur les matchs, hein, quand on les jouait. Vas-y, Ouais, moi, Evan. j'allais dire, je vous rejoins sur. Alors, moi, sur les Pays-Bas, je suis plus d'avis au fait que ça soit aussi ça peut être un flop parmi les équipes européennes parce que, voilà, je trouve que, voilà, c'est une équipe où c'est pas encore totalement en place et je rejoins Samuel sur le fait que la capacité de Koeman à emmener ce groupe loin, ça me paraît, j'ai du mal. Surtout qu'ils ont une poule, au-delà de ça, ils ont une poule pas facile aussi. Ils ont une poule pas facile avec la Tunisie, le Japon et la Suède. Donc tous les matchs vont être durs pour les Pays-Bas. Et même derrière, si je dis pas de bêtises, s'ils sont amenés à sortir du premier du groupe, ils joueraient le deuxième de la poule du Brésil. Donc si on dit sur le papier, c'est le Brésil ou le Maroc. C'est quand même des grosses nations et je serais pas déçu en fait, enfin je serais pas surpris de voir un Pays-Bas sortir en 16e, si ce n'est en 8e, quoi. En huitième, s'ils finissent premier, ils tomberaient sur le premier du groupe du Canada, de la Bosnie, du Qatar et de la Suisse, donc au moins en quart, je pense, s'ils passent le 16e. Mais moi, je serais pas surpris de les voir sortir en 16e, en tout cas. Je pense qu'ils vont passer les poules et sortir en 16e, honnêtement. Ou Ilan nous fera tous fermer notre bouche et lui donne. Peut-être. C'est le but, c'est le Exactement. but. C'est le but, et Exactement. oui. On les gardera, ces pronos, les amis, hein. De toute façon, peu à peu, hein, sur toutes les émissions du club 2026, vous aurez un petit peu un retour sur ces pronostics, hein. On va tout noter de ce qui a été dit ce soir. Peut-être qu'on passe à la suite, les amis. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, peut-être sur le flop, ou tout est bon? Normalement, j'ai oublié personne. Non, je pense Non, qu'on n'est pas non. trop. Et puis, J'allais rajouter un truc, c'était enfin, pour rester sur les nations européennes, des équipes un peu moins, enfin, qu'on cite un peu moins, mais par exemple, j'ai cité leur poule. Par exemple, une équipe comme la Suède, moi, je les vois un peu en flop. Bon, C'est déjà, pas c'est mon- miraculé qu'ils soient là. c'est déjà un miracle qu'ils soient là. Merci à Et, la Ligue des Nations. et dans leur poule, justement, Pays-Bas, Japon, rien que ça me paraît hyper compliqué. Ça m'étonnerait même pas qu'ils floppent aussi contre la Tunisie, quoi. Donc, Il faut le faire, flopper face à la Tunisie quand même, quand on voit faut le ce faire. qu'ils Ça, produisent. c'est Mais, sûr. mais la Suède en est capable, pas Voilà, d'oublier. c'est pour ça. C'est pour ça. vu les derniers matchs, et la dernière année en tout cas de la Suède, c'est totalement possible selon vous. On passe à la suite, les amis. On va passer maintenant à la nation surprise pour vous, ou les nations surprises, celles qui vont, celles voilà, qui sont, je vais pas dire sous-cotées, mais celles qu'on ne met pas en avant et qui peuvent totalement, bah, tout simplement créer la surprise. Je vais laisser la parole, tiens, à Ilan pour commencer. Ilan, pour toi, quelle serait la nation qui marquerait cette campagne mondiale par une surprise, par une campagne qui va choquer les gens, peut-être? Bah, j'en ai pas mal, j'avoue, mais je vais plus m'aligner sur l'Équateur, qui pour moi a quand même un effectif assez bien rempli. Totalement Surtout d'accord. qu'il est dans un groupe qui, pour moi, jouable pour eux.
honnêtement. L'Allemagne, c'est très bon, hein, mais ça peut être facilement battable. On sait qu'ils ont du mal face aux faux petits et moyens. Donc ils peuvent titiller un peu ce groupe, surtout qu'à côté, c'est quand même le Congo, l'Ouzbékistan. Même si l'Ouzbékistan, c'est des combattants, hein, mais je les vois pas gagner de match. Le Congo, c'est pareil, ça va ah non, pardon, je me suis Euh, trompé, j'ai vu la Colombie, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Non, c'est la Côte d'Ivoire et le N'importe quoi. Curaçao. Pardon, je me suis trompé avec la Colombie. Le Curaçao, bon, voilà, c'est le même, scénario, ils vont rien gagner pour moi. La Côte d'Ivoire va être un peu plus dure à titiller, mais je pense que ça peut le faire au niveau de l'Équateur. Très bonne équipe, Et hein, la Côte et d'Ivoire. comme ouais, mais l'Équateur, pour moi, pourrait gagner face à cette Côte d'Ivoire. Surtout que pour moi, on n'a pas vu un grand match de l'équipe de France. On a vu qu'ils étaient assez fragiles et qu'ils jouaient pas vraiment. Pour remettre sur le Donc contexte, hein, c'était le match c'est dur amical. de revoir. C'était le match Oui, amical. C'était quand c'était avant-hier entre la France et la Côte et la d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouais. Mais c'est vrai que je pense. Et là, Ilan, tu t'as dit un truc intéressant en parlant de ce possible match-up. Tu penses que ça peut être vraiment un match intéressant? Côte d'Ivoire-Équateur, oui. Ça peut être vraiment le match des sous-cotés, quoi. En tout cas, le match Côte d'Ivoire-Équateur, eh ben, il sera à suivre. Je vous dis tout de suite la date. C'est le premier match, l'entrée en matière des deux équipes, le lundi 15 juin à 1 h. Yanis, pour toi, quelle serait ta surprise? Alors moi, ça fait un moment que j'espère qu'ils vont le faire et je pense que cette année, c'est la bonne pour le Japon. Déjà, bah, au Mondial 2018, on a vu ce qui s'est passé contre la Belgique, c'était clairement le match du Mondial et bah, passé pour eux. Et je trouve qu'au Mondial 2022, il leur a manqué quand même d'expérience. Après, ça arrive, hein, bien sûr. Mais je pense que cette année, on a un effectif bah, déjà qui se connaît très bien, qui a des automatismes, qui depuis un moment a ce même système de 3-4-3 avec deux joueurs dans le demi-espace, comme avait reproduit Xabi Alonso avec Leverkusen. Et je trouve que franchement, il y a un effectif bien construit avec une bonne colonne, un très très bon goal, Suzuki qui joue à Parme, qui a été blessé cette saison, mais qui est très très bon. Des leaders offensifs comme Kubo, Ueda, Nakamura et Dohan. Et un milieu de terrain très 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 bon. Endo et Tanaka. On a eu. Endo et ouais, excusez-moi. Endo et Tanaka sont deux milieux de terrain récupérateurs très très bons. Et pour moi, dans ce système-là, on n'a pas besoin vraiment de créateurs, mais plus de distributeurs. Donc je vois bien le Japon. Et je vois bien également, bon, Sandro le prend pas mal évidemment, mais à La... l'échelle de la Bosnie, Ah faire un bon putain! parcours. Non, je sais, mais je suis obligé. La Bosnie, bah, je trouve déjà qu'ils ont un groupe très très accessible, même si la Suisse et le Canada sont bons, je pense que la Bosnie a son mot à dire. Et il y a une très belle génération, une très très belle génération, d'un joueur que je vais parler après, mais franchement, la Bosnie, je les sens bien. Ok, la Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine, je suis en train d'essayer de trouver le groupe, hein. Il y en a tellement avec cette. C'est le premier, c'est le premier. Non, c'est le B, c'est le deuxième. Ah, le B, Canada, pardon, je me suis trompé. Canada, Bosnie, Qatar et Suisse. Qatar aussi, ça peut être intéressant selon vous, pas les gars? Juste petit truc. non. Non. Bah tiens, Samuel, je te laisse la parole pour toi. Tu vois qui comme nation surprise? Très honnêtement, alors j'y ai pas mal réfléchi et je me dis toujours que j'ai du mal à mettre une nation africaine pour une seule et bonne raison que soit on les sous-cote un peu, soit on les surcote, notamment leur communauté, qui les surcote à mort parfois. Et c'est un Samuel. problème, on a, je trouve, une vision assez équilibrée sur ces nations, donc je vais pas en mettre parce qu'aussi j'ai un peu de mal à me projeter sur ce qu'elles vont faire. Et sur une nation que je vais mettre, bah, je voulais mettre l'Allemagne en nation un peu surprise parce que je trouve qu'on les cite pas assez comme des prétendants crédibles au titre. Et surtout, Surprise. c'est que c'est une nation qui a pas vraiment de pression. Parce que je suis allé voir un peu les vrais objectifs de l'Allemagne sur cette compétition. Et l'objectif annoncé par la fédération, c'est juste sortir des poules. Et donc, c'est juste sortir des poules. Donc franchement, quand on entend cet objectif pour une nation comme l'Allemagne, bah, je me dis qu'avec la génération qu'ils ont, une équipe plutôt top, Havertz que je trouve vraiment devenu fort dans la finition, Wirtz et Moussiala en créateur, une défense plutôt correcte, des Kimmich en leader, avec des Goretzka et une ossature un peu bavaroise, ce sera toujours top, même si je me pose encore la question de qui sera le goal, parce que sur les matchs amicaux, c'est Baumann qui a été plus souvent aligné que Neuer, donc un peu à voir. Mais je pense que cette équipe menée par Nagelsmann peut aller très très loin et j'ai peur un peu de si quand on tombera ou si on tombera face à eux Mhm. en
finissent en premier groupe, si on tombe face à eux. J'ai un peu peur de ce que ça peut donner, de nous voir sortir. Je, Mais je me méfie beaucoup, beaucoup de l'Allemagne, en tout cas. je pense qu'il y a vraiment personne qui avait pensé à l'Allemagne en nation surprise. Evan, attends, je Ouais. me souviens plus. Evan, toi, t'as donné ton. Non, tu l'as pas donné encore ta surprise. Non, non, je Non, n'ai pas encore donné ma eh surprise. eh ben, Mais je te laisse vas-y. la dire et après on va débattre sur ce qu'a dit Samuel parce que je pense que ça doit être pareil hein, du côté de Yanis et Ilan, peut-être Ouais, surprenant. Vas-y. ouais, ouais. Alors, bah, écoute, moi, à la base, du coup, j'avais en fait, j'ai deux grosses nations surprises. Une peut-être, enfin, celle que j'avais en nation surprise de base, c'était la Norvège. Ok. Le problème étant, c'est qu'ils sont dans une poule quand même qui est compliquée, avec l'équipe de France, avec le Sénégal. Donc voilà, je pense que ça peut être compliqué pour eux, mais je sais pas, je me dis que c'est leur première Coupe du Monde. C'est leur première Coupe du Monde. Ils ont un effectif, une attaque quand même de feu, avec Erling Haaland surtout en pointe. Et je me dis voilà que justement, un mec comme Haaland, du statut de Haaland, il aura envie de prouver, en tout cas de montrer que son pays est à la hauteur et que ils ont fait un bon parcours justement. Bah, Sandro aussi, c'est pas contre toi, mais voilà, dans la poule de l'Italie, Putain. ils ont été plutôt pas mal contre eux, mais après ça reste à voir parce que voilà, contre les grosses équipes, on sait pas trop ce que ça donne. Mais pour moi, je les mettrais en tout cas en équipe surprise de mon côté. Et je triche un peu du coup en en rajoutant une autre, mais dans la DA de ce que Samuel a dit, bah du coup, je vais parler de la Belgique. Certains du média, du coup, Ok. vont kiffer en Non, écoutant ouais. dédicace à Guerlain et Bastien, surtout. Mais en fait, la Belgique, en parlant d'équipes qui n'ont pas de pression, c'est aussi comme l'Allemagne, c'est une équipe qui n'a pas de pression. Et en fait, ils vont être assez relâchés, je pense, sur la compétition. Ils ont une poule hyper favorable. Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Mhm. Une poule avec laquelle ils doivent sortir forcément premiers, à mon avis. Et en fait, derrière, pour moi, ils doivent faire quart, en fait. Ils doivent faire quart. Derrière, ils jouent un meilleur troisième de poule. Ils jouent un meilleur troisième de poule, donc c'est plutôt favorable pour eux, je trouve. Et après, ce serait éventuellement, euh, si je me trompe pas, l'Espagne en quart, Si quelque jamais. chose comme ça. Et si jamais ils vont en quart. Et en vrai, c'est une équipe avec des joueurs expérimentés, un mélange de joueurs expérimentés et de joueurs jeunes. Quand on a un des meilleurs gardiens du monde au cage, Courtois, De Bruyne Expérimenté. qui revient de blessure, mais c'est l'homme fort de la Belgique. Et avec quelques jeunes, on va dire au milieu, par exemple, t'as Onana, en défense, Nathan Ngozi, Doku, sur le côté, ils ont une équipe très très forte. Et là où, par exemple, l'Espagne, on les attend comme peut-être le favori, et bah, la Belgique peut être l'équipe qui peut la piéger et pourquoi pas créer un petit truc. Ok. Sympathique. En tout cas, bah, c'était vachement intéressant que tu parles de la Belgique parce que, en tout cas, les gars, enfin, que ce soit Samuel ou Evan, bah, moi, je m'attendais pas, honnêtement, à avoir des nations aussi importantes dans le mondial et sur les dernières années. Et franchement, c'est intéressant. Alors là, du coup, j'ouvre totalement le débat. Bah, on va commencer avec ce qu'a dit Samuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir sur ce qu'a dit Samuel, littéralement? Vite fait, Bah, faut pas que tu oublies qu'ils viennent de perdre un joueur quand même assez important de l'attaque, donc Karl Lennart, de blessure sur le dernier match. Donc j'ai peur que l'Allemagne se fasse, comme dans les dernières coupes européennes, un flop total. C'est-à-dire ils gagnent face à quelques équipes et après tu les vois, ils disparaissent dans un match de 16e ou de 8e, enfin de 8e ou de quart du coup. Mais pour moi, déjà, c'est pas une équipe surprise, c'est une équipe que tout le monde attend dans cette Coupe du Monde. Mais je les vois pas faire la surprise et bien jouer sur ce mondial-là. ok, Samuel, J'aimerais bien revenir sur l'Allemagne. vas-y. Je trouve que Samuel a raison. Je trouve que le seul défaut, et c'est peut-être pour ça que je pense que Nagelsmann devrait peut-être changer de tactique ou peut-être pas, mais à part Sané, hein, le roi Sané, très très bon joueur, hein, évidemment, même si maintenant il est à Non? je trouve que ça. Comment? Tu trouves qu'il est en deçà de ses capacités ou qu'il Sané? commence Ah à... oui, totalement. Sané, le roi Sané, c'est de toute façon, c'est un combat sans fin, mais
Et je trouve que ça manque de vrais ailiers d'un contre un. Wirtz et Musiala qui sont deux talents stratosphériques, hein. Ce sont des joueurs de demi-espace et pas des joueurs d'espace. Donc je pense que ça peut peut-être pêcher si tu fais un système avec des ailiers. Ok. Juste, je voulais revenir parce que j'ai oublié de dire aussi une autre, pas vraiment surprise, mais Vas-y. en mode on les attend pas tant que ça. Je pense que les États-Unis, alors je sais qu'on les attend pas Oh! vraiment, mais je Ah pense que oui. les États-Unis feront plutôt une bonne Coupe du Monde et iront au minima en huitième. Et je pense qu'ils finiront premier de leur groupe même, parce que quand on regarde un peu l'effectif, donc on a plutôt un effectif qui est quand même plutôt bon, Ricardo Pepi, Pulisic, McKennie, des joueurs qui jouent quand même dans des bons clubs, ou même encore Balogun qui est présent. Je pense que cette équipe, avec le soutien à domicile, et peut-être de là beaucoup de pression du gouvernement, pourrait se transcender, pourrait se transcender. Mais je pense qu'il pourrait faire quelque chose. Et vu le match, je trouve qu'ils avaient sorti face au Sénégal là récemment en match de poule, j'avais trouvé un match très intéressant. Et même face à l'Allemagne là récemment, où ils ont sorti plutôt des bons matchs et ils se sont pas fait écraser. Et notamment face au Sénégal, où ils vont même jusqu'à gagner et à sortir 20 premières minutes, où vraiment ils ont été très bons dans le jeu. Alors, que je rappelle, hein, du coup, le dernier match des États-Unis face à l'Allemagne, hein, défaite 2 buts à 1. Mais visiblement, parce que alors, je n'ai pas vu, hein, mais visiblement, ils avaient quand même plus le pied sur le ballon. Ils avaient un momentum plus important. Bon, j'ai pas vu le match, hein, je sais pas si quelqu'un d'entre vous l'a vu, peut-être Samuel. Non, du tout. Le match était à 20h30, n'empêche, hein, donc, c'est vrai que très bonne analyse de ta part, Samuel. Les États-Unis, je pense qu'on peut attendre quelque chose d'assez intéressant de leur part. Juste les amis, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Parce que on va dépasser les 50 minutes d'enregistrement. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Si personne, eh ben on va passer on va dire récompenses individuelles. Enfin, pas les récompenses individuelles, mais vous avez capté les petites analyses individuelles. On va parler des top players. Alors, j'ai pas fait de flop sur les joueurs, mais plutôt les top players, ceux qui vont marquer cette Coupe du Monde. Peut-être vous demandez aussi qui sera le meilleur buteur, hein, votre petit pronostic sur le meilleur buteur de ce mondial. Puis voilà, non, vraiment, le but c'est qui va sortir avec le trophée du MVP. Tiens, commençons par Ilan. Ilan, est-ce que tu as un joueur en particulier que tu vois avec ce trophée de MVP? Il est anglais, il est buteur. Harry Kane, pour moi, c'est une pépite du football mondial. C'est pour moi le meilleur buteur actuel en termes de buteur, enfin en termes de numéro 9. J'adore son style de jeu avec le Bayern, donc j'ai vraiment beaucoup d'attentes sur ce joueur. Et pour moi, il va finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde, je l'espère. Même si je pense que ça va faire comme toutes les Coupes du Monde. Ils vont avoir une très bonne équipe, ils vont marquer tous les buts, mais ils vont se foirer dans un match important. Mais je vois quand même Harry Kane MVP de cette Coupe du Monde. Harry Kane, tiens. Yanis, toi, donne-nous ton MVP. Moi, je reste sur ma lancée que l'Espagne va remporter cet euro. Donc, je pense que Lamine Yamal va nous sortir un énorme euro après une saison Coupe du Monde. bonne dans l'ensemble avec Barcelone. Oui, bien sûr, Coupe du Monde, pardon. Après une bonne saison dans l'ensemble avec Barcelone, même si en Ligue des Champions c'est mal passé, je pense que Yamal a les capacités de nous sortir une première Coupe du Monde mémorable. Ok, intéressant. Evan, ton MVP. Ouais. Ouais, alors moi, justement, de rester dans ma DA au Portugal gagne cette Coupe du Monde, et ben Sortir. Qui va-t-il Bruno sortir de Fernandes. l'effectif? Bruno Fernandes. Bah écoute, il fait une saison exceptionnelle en première ligue. Il a battu le record, hein, rien que ça, de passes décisives sur une saison. Et en fait, je pense qu'il va être dans sa lancée, la lancée de sa saison individuellement parlant avec Manchester United, conclue aussi collectivement par une belle qualification en Ligue des Champions. Et en fait, pour moi, c'est un des hommes forts du Portugal, à côté d'un Cristiano Ronaldo. On, on veut toujours, certaines personnes forcément espèrent que Bruno Fernandes prenne le lead de Cristiano Ronaldo, que ce soit par exemple dans le fait de tirer des coups francs, des pénaux aussi éventuellement. Mhm. Mais voilà, que c'est la dernière de Cristiano. Je pense qu'on l'embêtera plus après. Après ça, je pense que Bruno prendra vraiment le lead de cette équipe. Mais en tout cas, sur le terrain, malgré tout, ça reste un des joueurs les plus importants. Ils ont un des meilleurs milieux pardon, du monde potentiellement avec Vitinha et João Neves de Mhm. cette Coupe du Monde.
Donc, et pour moi, je pense qu'au milieu, justement, à côté de mecs comme Vitinha et João Neves, ça peut être le mec qui va distiller ses petites passes D et éventuellement Mmh. aussi être décisif, comme il a été cette saison. Donc, je pense que, en tout cas, dans mon optique où le Portugal va au bout, bah, Bruno Fernandes fera un super parcours avec beaucoup de passes D et quelques buts. Alors juste pour revenir, sur les statistiques pendant que tu parlais, je suis allé regarder un petit peu les statistiques de Bruno Fernandes. C'est vrai que c'est un des joueurs les plus décisifs déjà de première ligue, hein, si on parle de buts et de passes décisives. Il se classe comme le deuxième derrière, Erling Haaland, mais en tout cas sur le classement des passes décisives pardon, et bah, Bruno Fernandes, il a totalement dominé, le classement, hein, avec, 21 passes décisives, juste devant Ryan Cherki avec 12 passes décisives. Donc il y a quand même 9 passes D d'écart, c'est énorme. Et en tout cas, bah ouais, c'est vrai que c'est une analyse plutôt intéressante. Et puis, terminons par Samuel, et puis après, on va peut-être débattre sur tout ce qui a été dit. Samuel, toi, de ton côté, tu verrais qui comme MVP? Alors, dans l'optique, la France gagne la Coupe du Monde, je pense que ce sera Mbappé, si en tout cas il joue à gauche. Parce que à gauche, voilà, Mbappé, c'est vraiment ce qu'il faut. C'était parfait pour être à gauche, un peu peut-être gauche, pas pur ailier, mais un peu plus ailier buteur. Et je pense qu'il finira meilleur buteur. Et si ce n'est pas la France qui gagne la Coupe du Monde, je pense que ce sera Zabal, étonnamment. Alors j'ai Ouh. beaucoup réfléchi sur Yamal, mais j'ai un peu peur pour Yamal qu'il soit un peu court physiquement sur certains moments et qui doivent être un peu reposés. Et surtout que Oyarzabal, du coup, je pense sera le numéro 9 de l'Espagne. Et je trouve qu'il marque plutôt pas mal avec l'Espagne. Et je pense qu'il marquera ses buts, fera ses passes. Et par exemple, quand on avait fait le match face à l'équipe de France pour la Ligue des Nations, il me semble qu'il avait mis un doublé et fait des passes décisives, en tout cas. Et Oyarzabal, franchement, est un très très bon joueur qu'on ne cite pas forcément. Et je pense qu'il peut porter, en tout cas avec Yamal, cette équipe d'Espagne. Ok, alors attends, je voulais regarder un petit peu ce que ça donnait au Yarzabal, mais j'arrive pas à trouver les statistiques. Mais ok, très. Ça, pour le coup, oui, c'est une petite surprise. Je m'y attendais pas à Michael Oyarzabal. Quelqu'un a envie de revenir sur ce choix de Samuel, de Michael Oyarzabal? Je sais pas, peut-être Yanis. Moi, je trouve que ce qu'il dit, c'est pas du tout ridicule parce que il est vrai que Yarzabal, c'est un vrai joueur de l'ombre, un vrai de vrai. Bon, je pense que le fait qu'il joue à la Real Sociedad, ça tâche un peu sur cette étiquette de joueur de l'ombre. Mais je pense que sûrement, si c'est pas Yamal, je pense que au vu du football, comment il est aujourd'hui, ils vont sûrement le décerner à Pedri, comme c'est un joueur un peu plus stylé, hein, même si c'est ridicule de dire ça, je l'entends. Je pense qu'ils vont. Non, mais je l'entends, mais connaissant généralement comment ils décernent les prix, je pense qu'ils vont essayer de Mhm. trouver un joueur plus clinquant. Donc Pedri, comme ça sonne bien, un milieu de terrain, sur cette base, c'est du Barça. Je pense que s'il nous fait bien sûr une très bonne Coupe du Monde et que l'Espagne gagne, je pense qu'ils vont plutôt le passer à lui. Ok. S'il y a- J'ai trouvé les stats d'Oyarzabal si tu veux. En tout cas, juste en Liga par contre, parce que j'ai pas pu trouver à trop avec l'Espagne, même si en total avec l'Espagne c'est 24 buts en 52 matchs. Cette saison, Oyarzabal avec la Real Sociedad en Liga, c'est 15 buts et 4 passes décisives. Donc c'est un bon total, un total très correct pour un bon joueur. Ok, ok, merci pour la petite analyse. Ilan, t'avais envie de revenir sur les avis de chacun entre Léo Pas Yarzabal. spécialement, juste je m'attendais pas à Yarzabal en MVP. C'est vraiment pas un joueur auquel je m'attendais. Après, c'est vrai que vous avez plutôt raison. Moi, j'aime aussi beaucoup ce joueur. C'est un joueur, comme tu l'as dit, de l'ombre, Yanis. Pour moi, il va faire la même fonction que Giroud, un peu plus décisif, mais la même fonction que Giroud en 2018 avec nous. C'est-à-dire un joueur qui va briller plus par son placement et par son jeu sans ballon que le jeu avec. Et ouais, donc c'est pour ça que pour moi, il ne sera pas MVP, ça c'est sûr. Mais un joueur à surveiller pour les équipes adverses. Et voilà, pour moi, sinon le reste, ça me semble assez cohérent avec le football actuel. Ok, est-ce que Evan, t'avais envie de dire une dernière chose avant qu'on passe à la dernière partie Ouais, de cet épisode? Vas-y, vas-y. ouais, ouais, non. Pour revenir sur ce que Samuel a dit, Oyarzabal, franchement, j'aime beaucoup l'idée parce que en fait, enfin, ça viendrait récompenser, je trouve, vraiment un joueur qui clairement se met au service du collectif et qui en fait qui a les capacités aussi de porter cette équipe.
c'est le leader de la Real Sociedad en club. Et avec l'Espagne, on l'a vu euh, performer quand même de manière régulière avec l'Espagne. Il sera installé à ce poste de numéro 9, je pense, avec certitude. Après, est-ce qu'il y aura peut-être des mouvements sur le tournoi? Est-ce qu'il va tenter par exemple à Ferran Torres en attaque aussi? On va voir, mais où il est amené à rentrer par exemple Ferran Torres à la place de Oyarzabal. Mais je rejoins un peu par exemple Ilan sur ce qu'il a dit, sur le fait que peut-être que ce sera dur pour Zabal d'avoir une grosse implication statistique, c'est-à-dire en termes de but ou quoi que ce soit, parce que voilà, il se mettra au service de tout le monde, et que en vrai, il pourrait faire partie des joueurs qui mériteraient avec l'Espagne s'ils font un bon parcours, mais que peut-être ils privilégieront pardon, un nom plus clinquant que Yarzabal. Ok. Ok, ok. Bon, en tout cas, bah, merci les gars pour vos avis. Bien, on va passer à cette dernière partie. Peut-être un petit rappel afin de vous dire que vous pouvez vous abonner sur nos réseaux sociaux, hein, splice.sport, que ce soit pardon, sur Instagram, sur TikTok et bien même sur ce podcast afin de nous soutenir, hein. Voilà, on le rappelle, on est une association qui a pour but voilà, de mettre en lumière la jeunesse et que vous ayez du coup un avis un peu différent, un peu unique de la part de jeunes qui aiment le sport et c'est leur passion littéralement. C'est notre passion à tous. Et en tout cas, bah, les gars, merci en tout cas pour cette première émission. Ça fait vraiment plaisir. On passe désormais à la dernière. Et je pense que ça peut être la partie la plus croustillante des 6 parties qu'on a eues. Honnêtement, c'est les révélations. Et on sait que enfin là, on va pas se mentir, on est sur une toute nouvelle génération de footballeurs, hein. Il y en a pas mal qu'on n'a pas vu en 2022. Commençons, bah tiens, par Evan. Evan, toi, quelle serait ta révélation, ta pépite, en tout cas, même la petite surprise qui pourrait ajouter un peu de piment, hein, qui peut être révélée aux yeux du monde par ses performances, par ses stats. Vas-y, dis-nous tout pour... Ouais. Bah, écoute, j'allais dire, j'en ai noté plusieurs. J'en ai noté plusieurs parce que c'était difficile de m'arrêter sur un en particulier. Après, ça, je pense que ça dépendra aussi du parcours de chacune de leurs nations. Mhm. Mais j'en avais un, par exemple, en ligne de mire, c'est Ayoub Boadi. Ayoub Boadi avec le Maroc, du coup. Lui qui a fait le choix de la sélection marocaine il y a peu. Il a joué en jeune avec l'équipe de France. Et moi, j'avais espoir quand même qu'il choisisse l'équipe de France parce que je trouve que c'est un joueur extrêmement talentueux et il aurait tout pour être au milieu de terrain à l'avenir en équipe de France. Et à défaut, il a choisi le Maroc et je pense qu'au milieu de terrain, ça peut être un mec qui peut extrêmement, enfin, qui peut apporter vraiment beaucoup, beaucoup de choses à côté d'un mec expérimenté comme Amrabat éventuellement. Et justement, ça rajoute du sang neuf dans cette équipe du Maroc. Et je pense qu'il aura une grosse place à jouer. Il fait une superbe saison avec le LOSC cette année. Donc, en tout cas, c'est mon choix personnel. Après, sinon, j'ai d'autres joueurs. J'ai noté Johan Manzambi avec la Suisse. On n'a pas trop parlé de la Suisse, mais ils sont dans une poule assez favorable, je trouve, pour eux. Je sais plus si c'était Ilan ou Yanis qui en avait parlé quand ils ont parlé de la Bosnie. Mais voilà, donc ils ont la Bosnie, le Canada et le Qatar. Pour moi, c'est l'équipe peut-être la plus forte sur le papier de cette poule. Donc techniquement, ils sortiraient premier. Et derrière, en fait, ils pourraient faire un petit parcours. Et le petit Manzambi, qui joue à Fribourg cette saison, il a montré de très très bonnes choses. Moi, il a été élu meilleur jeune de la Ligue Europa, pour dire. Donc je pense que il pourrait aussi faire quelque chose. Ok, juste pour revenir sur Ayoub Boadi, hein, à l'heure où on vous parle, il y a quand même en match, on va dire, de préparation, un Maroc-Norvège qui se joue. On en est à la 57e minute et le Maroc est en train de mener 1-0. Et puis Ayoub Boadi s'est fait sortir à la mi-temps et remplacé par Sofiane Amrabat. Voilà. Voilà, petite information comme ça pour parler du jeune du LOSC. Yanis, tiens, ton petit pronostic sur la révélation. Alors moi, comme Evan, j'en ai plusieurs. Et j'en ai une qui est un peu connue, même si
il n'a pas encore été repéré, même s'il va être recruté cet été par une grande écurie. C'est Yann, un excellent joueur de 1 contre 1 du côté de la Côte d'Ivoire, que j'adore vraiment. Et avec Yann Diomandé en Côte d'Ivoire, il y a aussi Inao, un milieu de terrain de Trabzonspor, si je le cite bien, qui joue à Bastia il y a 1 an et qui est très très bon, franchement. Et c'est 2 joueurs que j'ai vraiment envie de voir et qui, je pense, avec la Côte d'Ivoire, peuvent montrer de très bonnes choses et se révéler, clairement, même si Yann Diomandé, il a un peu confirmé à Leipzig cette saison. Et ma grosse surprise, même si je pense que vous la connaissez un peu, c'est bon, le blaze est compliqué à citer, hein, de la Bosnie, c'est Muharemovic, le défenseur central de Sassuolo, qui a fait une très très bonne saison et de très très bons éliminatoires. Donc moi je mets une grosse pièce sur Muharemovic. Ok, ok, intéressant. Ilan, toi, de ton côté, tu verrais qui comme révélation de cette année? Ça va être plus sentimental, j'en ai 3 aussi. C'est, d'abord Maxence Lacroix, qui pour moi peut gagner sa place de titulaire, sachant que Konaté n'est pas vraiment en forme cette saison. Saliba était blessé et risque d'être un peu fragile sur ce début de coupe du monde. Je le vois bien en titulaire à leur place, surtout qu'il est épaulé d'Upamecano, un joueur que j'apprécie aussi énormément, qui pour moi le maestro de la défense actuellement. Donc ouais, c'est pour moi un joueur à suivre cette coupe du monde. Après, il y a Ibrahim Baye au Sénégal. Ça, c'est juste du sentimental. J'ai vraiment envie de le voir jouer et j'espère qu'il va jouer, des matchs. Et je sais plus qui avait parlé de la Belgique, mais c'est Diego Moreira aussi, que j'ai énormément apprécié, voir jouer, du côté de Strasbourg cette saison, qui pour moi va être un joueur assez intéressant à suivre et j'espère qu'il va être recruté aussi par un grand club, l'année prochaine. Ok, et puis Samuel, du coup, toi, ta révélation, tu verrais qui? Alors, c'en est une qui est un peu plus dans ce que je pense qu'il est quand même vraiment connu, Nico Paz, qui joue du coup avec Como, qui a fait vraiment une belle saison, mais je le vois vraiment prendre les rênes de cette équipe d'Argentine, que je vois quand même flop, mais être un peu la seule lumière de cette équipe qui, je pense, va pas s'effondrer, mais va vraiment être assez ennuyeuse à regarder, et je pense qu'il pourra amener un peu de lumière dans les matchs, malgré la présence aussi de Messi, et qu'on aura un peu un espèce de petit passage de flambeau entre lui et Messi. Et je pense aussi à Marc Pubil, le défenseur espagnol, alors je crois qu'il avait joué, rappelle-moi, pour l'Atlético, et qui avait fait une seconde partie de saison exceptionnelle. Et je pense que là, il sera vraiment très bon lors de cette Coupe du Monde, vu qu'il a déjà délogé le Normand et Huysen. Et je pense qu'il nous fera une très belle Coupe du Monde, en tout cas. Ok, bah très intéressant vos analyses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir sur une des 4 analyses? En tout cas, là, vous m'avez fait noter des joueurs que je vais bien suivre durant cette campagne mondiale. Peut-être Ouais, Yanis ouais. ou Evan. Vas-y, Evan, Moi, vas-y, excuse-moi, ouais, moi, Yanis. je voulais rebondir, je voulais rebondir justement sur les choix de Yanis, justement. Je pense que enfin, c'est des bons choix. J'allais dire, tout le monde a cité des joueurs différents, donc je trouve ça assez sympa. Exactement. Et ouais, Dioman, enfin, c'est un joueur qui va, je pense, se montrer sur la compétition si la Côte d'Ivoire, justement, est performante. Après, Inao aussi, j'aime beaucoup, mais j'ai peur que. Je sais pas s'il sera titulaire, parce qu'il y a quand même il y a quand même des joueurs au milieu en Côte d'Ivoire. Il y a Kessié, Sangaré, peut-être. Bah, et rien que le match contre l'équipe de France, il n'était pas titulaire, si je me trompe. Mais bon, après, euh, Mm. il aurait sa place, quoi. Mais ouais, Non, non, je disais que tu avais raison en petit cauchemar. ouais. Mais après, sinon, globalement, je trouve que c'est sympa que tout le monde ait des petites visions un peu différentes. J'aime bien aussi celle de Samuel sur Nico Paz. C'est un joueur hyper intéressant et je pense que c'est la relève de Messi forcément dans sa DA. Mais du coup, à voir si aussi sera titulaire en même temps que Messi ou s'il est amené à rentrer, par exemple, sur des fins de Mm. match en remplaçant Messi. Pour Donc, Scaloni, en tout cas, juste il est ouais, blessé là, Nico Paz. Il c'est a vrai. une contusion un peu vague, parce qu'il y a plein de formes de contusion, mais Ouais, il avait déjà été testé avec Messi. En tout cas, sur ouais, un 4-4-2, enfin un 4-2-2-2 où tu as un demi-milieu offensif et Messi plus en faux neuf à côté d'Alvarez ou Lautaro. ok. Mais écoute, comme quoi. Et après moi, j'allais dire, je voulais rajouter aussi 2 joueurs que j'ai pas cités, mais Ryan avec le Brésil, qui a été sélectionné. Bah, je pense que. Alors, je sais pas s'il y en a qui le connaissaient avant qu'il soit sélectionné avec le Brésil, mais le mec, il est arrivé, si je me trompe pas, cet hiver à Bournemouth. Et en fait, il fait une deuxième. Enfin, il s'est hyper bien adapté directement au championnat anglais. De là à se retrouver à la Coupe du Monde.
Et si Ancelotti, il est capable de lui donner du temps de jeu, je pense que ça peut être un profil très intéressant parce que hyper explosif et c'est un peu dans l'ADA des joueurs du Brésil. Ok. Ok, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre avait envie de rajouter quelque chose, hein? On arrive sur cette fin d'émission. Ouais. Vas-y, Anis. Rapidement, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit sur Ryan. J'aurais bien voulu en parler, mais j'y ai pas pensé. Il y a pensé et c'est très bien parce que je trouve que, comme il l'a dit, c'est un joueur qui s'est adapté à la première ligue à une vitesse très très rapide. Enfin, il est arrivé de Vasco de Gama, du Brésil, un championnat. On sait très bien des fois le changement de continent, il est compliqué. Il est arrivé, on a l'impression que ça fait 3 ans qu'il joue en première ligue. Il est à l'aise, il dribble, il est puissant, il bouge des tontons de première ligue. Franchement. Ce joueur-là, je le vois bien en tant que super sub plus plus avec Luis Enrique du Zénith Saint-Pétersbourg au Brésil pour cette compétition. Ok. Ok, très intéressant. Bon. Alors attendez, je voulais juste regarder deux, trois petits trucs. On arrive, je pense, du coup, sur cette fin d'émission, les amis. J'espère que Je vous peux avez. donner Vas-y, donne un flop, Samuel, c'est pour toi. Vas-y, carte blanche. La carte blanche. et je pense que Koundé sera vraiment, en tout cas en équipe de France, un énorme flop sur cette Coupe du Oh là Monde. là là là. Il Oh là sera là là très là très là là désolé, là 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 là. désolé, je suis vraiment désolé, Ilan. Je sais que t'adores Koundé, qu'il y a un Bordelais dans ton cœur qui Là, tu parle, m'attaques, mais là. je pense qu'il va vraiment rater sa Coupe du Monde avec Konaté et que il sera assez vite remplacé par Malo Gusto, en tout cas en Oi, défenseur oi, droit. oi, oi, Et oi. là, c'est plus un Oui, sentiment personnel. Mais c'est pas un J'aime sentiment beaucoup, hein. personnel, Dernier match. c'est une attaque personnelle envers Ilan. T'as vu la Ouais, un réaction peu. qu'il a eue? T'as vu Mais la. c'est aussi parce que je trouve que sa seconde partie de saison et même sa saison avec le Barça est assez décevante et que je le trouve un peu cramé physiquement et même pas si intéressant que ça en tout cas sur ce qu'il a apporté défensivement et offensivement avec l'équipe de France. Et je T'as pense pas que dit. oui, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, dis Mbappé, dis Mbappé, dis Mbappé. Non, en Je vrai, te laisse non. carte blanche sur ce que tu veux dire. Non, ça va. Tu peux même dire Ronaldo si tu veux. Non, mais tu m'attaques sur Koundé, mais moi, je trouve que c'est toujours un joueur qui plaît, qui se bat pour l'équipe. Après, oui, c'est vrai que cette saison, ça a été assez difficile. Faut pas oublier qu'il me semble que c'est la saison dernière où il a joué tous les matchs du Barça. Forcément, physiquement, ça tape un peu. Ça lâche au bout d'un Donc, moment. au bout d'un moment, oui, t'as des petits pépins, t'es pas forcément tout le temps à fond. Et pour moi, il va garder sa place de titulaire. Après, même si j'aime aussi beaucoup Malo Gusto, je pense que les deux, même s'ils peuvent tourner sur les différents matchs, donc faire Koundé sur les matchs les plus importants et Malo Gusto sur des matchs, je dirais pas moyens, mais par exemple un match, je sais pas, un match qui est pas forcément très important pour l'équipe de France, le faire jouer, je pense que ça peut être intéressant pour voir s'il est mieux, même si pour moi Koundé reste quand même meilleur actuellement. Ok. Très, très intéressant quand même cette partie flop, hein. Je l'ai pas ajouté. Merci les gars de l'avoir fait totalement à l'improviste. Bah écoutez les amis, ça va être la fin de cette première émission du club 2026. Bah merci à tous, hein, merci à Yanis, merci à Ilan, à Evan et puis Samuel. En tout cas, j'espère que bah, vous avez aimé cette émission. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire, peut-être carte blanche pour quelqu'un? Allez les Bleus et désolé Guerlain, la Belgique va flop. Aïe aïe aïe. Allez, Ah, allez, allez la France et j'espère que la Bosnie va surprendre le monde. ça peut être intéressant. En tout cas, on va suivre de très près tout ce que vous avez dit comme avis. Bah écoutez, les amis, vous êtes toujours invités, hein, dans le club 2026. En tout cas, et bah vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser votre meilleur avis, hein, que ce soit bah, par exemple dans les commentaires chez Spotify ou bien même bien sûr YouTube. N'hésitez vraiment pas, hein, ça permet de nous développer. Et puis à vous abonner, à nous soutenir. Franchement, écoutez, ça fait extrêmement plaisir qu'on se retrouve déjà dans un top 200 de charts. Ça fait vraiment plaisir pour une structure, en tout cas bah, jeune, hein, dans tous les sens du terme. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un veut dire un dernier petit mot là, une toute petite phrase vite fait? Personne. L'Italie va gagner la Coupe du Monde. Merci Ilan, c'était très bien, mais ça je vais le cut. Bordeaux remonte en Ligue 1 l'année prochaine. Ça je vais le cut, je regarde juste le score. L'Italie mène toujours 1-0 face à la Grèce. Je comprends pas pourquoi il y a ce match. Écoutez, c'est terrible, hein. Je pense qu'on va y revenir, on va y revenir. En tout cas les amis, bah prochain épisode sûrement mercredi ou jeudi. Coup d'envoi justement ce même jour de la Coupe du Monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud. C'était Sandro et toute l'équipe pour le club 2026. Merci à tous et à bientôt. Salut tout le monde.